revend l'immeuble à la fin, quel est le rendement que ça nous donne annuellement pendant X nombre d'années? Donc, l'effet annuel combiné sur plusieurs années. Donc, de pouvoir dire à un client, bien, madame, monsieur, cet immeuble-là vous permet, exemple, d'obtenir un rendement de 7% par année pendant 3 ans, par exemple. Et non pas 7, 4, 2, c'est l'effet équivalent du rendement annuel pendant une certaine période de temps. Évidemment, mathématiquement, ça demande un méchant calcul. Si on calcule le rendement de chaque composante par-dessus le rendement de l'année précédente, la calculatrice a cette possibilité de faire le calcul. Et, je vais chercher ma calculatrice, la touche qui est ici, qu'on va voir dans quelques instants, IRR, qui est juste ici, Internal Rate of Return, juste ici, c'est ce qu'on va utiliser en compagnie de l'autre touche qui est un petit peu plus loin, la touche CF, va tout vous montrer ça. Donc, on va rentrer les données dans la calculatrice et elle nous produit le résultat. Donc, on va aller voir ça maintenant et je vais basculer au manuel de classe pour aller voir cette matière-là ici. Donc, on va faire le TRI avant impôt aujourd'hui et au prochain cours, ben, nous verrons le TRI après impôt parce que je pense que théorie et exercice, pas sûr qu'on aura le temps de toucher au après impôt aujourd'hui, mais on verra bien. On verra bien, je ne penserai pas. Donc, et surtout que l'après-impôt est assez spécial, mais heureusement, je ne vous demanderai pas ça dans l'examen final, compte tenu que c'est assez long à faire. Vous allez le faire vraiment là, de votre côté. Je vais vous en reparler. Donc, théorie, comment ça marche? Là, ça va être un petit peu différent. À date, on a fait 3 formules et on a demandé aux formules chacun leur rendement et de produire le résultat. Là, ça va être différent. On va dire à la calculatrice, je te donne quelques informations et avec ceci, calcule-moi le rendement sur un certain nombre d'années. Donc, les informations qu'on va donner à la calculatrice, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais, on sait que ça va prendre la mise de fond. Donc, première information qu'on va donner à la calculatrice, c'est la mise de fond. Et je vais tout vous montrer comment on rentre ça dans la machine dans quelques instants. Donc, on va donner à la calculatrice la mise de fond de notre opération parce qu'on sait que tous nos rendements sont des rendements, évidemment, des entrées d'argent sur mise de fonds. Donc, la calculatrice a besoin de le savoir. C'est combien ta mise de fonds? Si tu veux, je te donne le rendement. Ça, on connaît ça. Il n'y a pas de changement ici. Ensuite, la différence, c'est qu'on va donner à la calculatrice les encaisses nettes de chacune des années de l'opération. Donc, la première année, deuxième année, on donne à la calculatrice combien il reste à la fin de chaque année. Donc, vous voyez que cet aspect-là, ici, vient traiter des revenus courants. Les revenus courants de chacune des années. Et on va donner à la calculatrice l'encaisse de la revente avant impôt. Si nous supposons une revente de l'immeuble, on est d'accord qu'on va rembourser notre hypothèque, ce qui reste, puis on va revendre plus cher parce que la maison, pas la maison, mais le bloc ou peu importe, vaut plus cher. On est d'accord que si on revend, c'est là que la plus-value s'exécute, c'est là qu'on la récupère, et c'est là également où quand on rembourse notre hypothèque, eh bien, le reste qui nous reste, ça nous appartient, c'est le remboursement d'hypothèque qui nous revient, avant impôt. Eh bien, l'encaisse de la revente nous permettra d'obtenir la plus-value ainsi que le remboursement de capital. Eh bien, en mettant tout ça là-dedans, la calculatrice, en quelques clics, elle va dire, parfait, avec ce que tu as fait par année, avec ce que tu fais dans X nombre de temps, voilà ton rendement annuel composé pendant X nombre de temps. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant que la machine, on lui donne les infos, elle vous sort immédiatement le résultat. Donc, si on vous demande de calculer un an, que vous faisiez les 3 formules, ou ceci, ça va donner exactement la même chose. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt sur intérêt. Il n'y a pas d'intérêt sur intérêt. Donc, il n'y a pas de rendement sur rendement. Si vous êtes plus qu'un an, on va y aller avec la fonction qui est ici de la calculatrice parce que ça va être la plus précise. Ça va être la fonction qui va être capable de composer le rendement. Rendement sur rendement, comme on fait dans la vraie vie, pour justement arriver à une valeur un peu plus juste. Donc, un an, calculatrice ou 3 formules, plus qu'un an, juste la calculatrice tout simplement, parce que les 3 formules, on a vu, c'est du non composé et c'est moins fiable que du composé. Composé vous donne vraiment l'effet réel de la situation. Fait que voilà comment on fait le calcul. Voilà un petit exemple ici. C'est une démonstration. Vous n'avez pas de calcul à faire. C'est une démonstration tout simplement.
et ensuite, vous allez faire un exercice basé sur la démonstration. Ça commence par le début. Il faut établir la valeur hypothétique de l'immeuble. Donc, ça veut dire quoi? Hypothèque mise de fonds. Et bien voilà, on réutilise encore l'hypothèque mise de fonds. M fois F plus E fois Y. Donc, on a un immeuble ici dont les revenus nets sont de 182 000 et on va aller générer une hypothèse. L'hypothèse, c'est que je l'achèterai à un certain prix et je le revendrai à un certain prix. Si on n'a pas ces prix-là, on va faire une hypothèse suivant hypothèque mise de fonds. Quels sont les paramètres à l'achat et à la revente, hypothétiquement, pour établir des valeurs potentielles d'achat et de revente. Évidemment, quand la réalité se produira, les montants ne seront pas les mêmes. Donc, pour fin de démonstration, on nous dit que les revenus nets, 182 000. On vous donne le taux d'actualisation, le TGA. On vous le donne, donc vous n'avez pas à le calculer. On vous donne un TGA à utiliser pour fin du calcul de la valeur. Financement, taux d'intérêt, amortissement, parfait. On fait la formule du TGA, peut-être pas TGA, mais hypothèque mise de fonds, c'est-à-dire la formule du calcul de la valeur. Revenu net sur TGA, donc revenu net sur TGA, pour en calculer la valeur théorique d'achat de l'immeuble. Donc, nous supposons qu'on achèterait l'immeuble à ce prix-là. C'est sa valeur en ce moment économique. Sa valeur économique, supposons qu'on l'achète à ce prix-là. C'est sûr, si on paye plus cher, on va manger du rangement et vice-versa. Donc, supposons une acquisition à cette valeur-là, ici, 1 935 000. Parfait. Sachant que l'hypothèque, pas l'hypothèque, la valeur hypothétique serait de 1 935 000, quels seraient les montants du financement et de la mise de fonds? On nous dit que le financement est à 70 %. Donc, ça veut dire quoi? La mise de fonds est à 30 %. Eh bien, calculons cette mise de fonds-là, et vous l'avez ici dans le texte, 30 % de la valeur hypothétique, 580 500 ici dans votre manuel. Donc, vous avez aussi le montant de l'emprunt hypothécaire en même temps. Tout ça est une hypothèse de travail. Comprenez bien, c'est une hypothèse de travail. Je vois un immeuble. Si on l'achète, là, il est rentable comment cet immeuble-là? Bien, supposons une acquisition à sa valeur économique et supposons une revente à sa valeur économique. Si tu payes plus ou moins cher, ça va t'en donner plus. Si tu revends plus ou moins cher, ça va t'en donner plus ou moins. Évidemment, c'est ce qui va être variable. Mais on ne le sait pas à cette étape-ci. Il n'a pas encore acheté. Il évalue l'idée d'acheter l'immeuble. Donc, on a la mise de fonds. Ça correspond au premier crochet en vert ici. La mise de fonds, c'est fait. Mais ça, c'est plus facile. Voyons les autres paramètres qu'on aura besoin. Il faut faire un tableau d'encaisse. Un tableau qui va nous dire à chacune des années, qu'est-ce qui se passe au niveau des entrées et sorties d'argent. Parce qu'on a vu que le deuxième élément qu'on a besoin, c'est les encaisses nettes de chacune des années. Ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les encaisses nettes de chacune des années. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme le financement par dette correspond à 70 %, on applique ce pourcentage à la valeur économique, évidemment, qu'on aurait trouvé, de 1 935 000, et ça vous donne ici 1 354 500. On suppose une hypothèque à ce moment-là de cette valeur-là ici. Et à partir de la valeur du prêt, on trouve le montant du paiement et on avait 8,5 sur 25 ans, information hypothécaire qui vous avait été fournie. Donc, on suppose une hypothèque de tel montant et on suppose que, évidemment, selon les infos qu'on a, on va calculer le paiement. Et voilà ce que ça donne comme paiement ici. 10 773, oui, parce que c'est une grosse hypothèque à gros taux d'intérêt, et un service de la dette x12 de 129 278. Donc, on a supposé une valeur de départ qui est basée sur sa valeur économique, parce que c'est la plus probable. Si tu payes plus ou moins cher, ça va changer un peu. On a supposé 30 % de mise de fonds parce qu'on nous disait que c'était pour être ça, 70 % d'emprunt. On a financé ce 70 % d'emprunt et on obtient le paiement x12, service de la dette. Et on nous informe également que dans le secteur, statistiquement, les revenus nets augmentent de 1,5 % par année.
Et donc, on va calculer les encaisses de chacune des années. C'est ça c'est le deuxième point qu'on a besoin. Les encaisses de chacune des années. Et on va dire, première année, on a 182 000 de revenus nets. L'encaisse, c'est quoi? C'est revenu net moins service de la dette égale revenu net. Pas revenu net, encaisse nette. Donc, revenu net moins service annuel de la dette donne l'encaisse nette première année. Donc, revenu net 182 000 moins le service de la dette donne l'encaisse avant impôt. Tout ça est hypothétique. Hypothétique. C'est une hypothèse de travail qu'on fait. Hypothèse de travail. Mais que se passe-t-il la deuxième année? La deuxième année, les revenus nets ont été augmentés de 1,5 %. Parce qu'on nous dit que les revenus nets devraient augmenter de 1,5 %. Donc, le 182, c'est plus, je le mets ici en tout petit, 1,5 %. Donc, plus 1,5 %. Et on arrive à 184 730 hypothétiquement. C'est ce qui devrait être le revenu net après un an. Le service de la dette ne bouge pas. C'est une hypothèque. Donc, tant que tu es dans ton terme, ça ne bouge pas. On ne commencera pas à parler de variables. Là. On va y aller simple pour la démonstration. Et l'encaisse, évidemment, augmente un peu parce que les revenus nets ont augmenté. L'encaisse va augmenter, évidemment. Troisième année. Les revenus nets, on suppose qu'ils augmentent encore. 1,5. Service de la dette, 129 000. Et encaisse avant impôt, 58 223. On vient de calculer la deuxième information qui est nécessaire, c'est-à-dire les encaisses de chacune des années. Tout ça est hypothétique. Tout ça est hypothétique. Si on achète à la valeur économique, si on le finance 70-30 tel que demandé, on arriverait à ces encaisses-là hypothétiquement. Hypothétiquement. N'oubliez pas, c'est comme un jeu de Lego, une espèce d'équilibre. On suppose un scénario, on regarde ce que ça donne. Puis après ça, si tu le vends plus ou moins cher, si tu le payes plus ou moins cher, ça vient évidemment modifier les résultats. Mais au moins, j'ai un premier cadre de rentabilité et dépendant si tu réussis à payer un meilleur prix ou moins bon prix, la rentabilité va être affectée. Là, il faut supposer qu'on revendrait l'immeuble. Donc, il faut revendre l'immeuble. Le problème, c'est qu'on n'a pas de valeur pour la revendre. On a fait une hypothèse à l'achat, mais il faut faire une hypothèse à la revente. Et quand on n'a pas les valeurs, on va supposer une valeur économique de revente. C'est-à-dire, si tu avais à le revendre, quelle serait sa valeur économique à ce moment-là, hypothétiquement? Eh bien, pour évaluer sa valeur de revente, et ça, c'est un peu spécial. C'est là que ça l'accroche le plus, c'est de comprendre ce qu'on va faire. On va utiliser les revenus nets de la quatrième année. Notre scénario, il dure 3 ans. On va faire comme si, à la quatrième année, on revendait l'immeuble. Fait qu'on prend les revenus nets de la quatrième année, puis je vous explique pourquoi dans quelques secondes, et on va le diviser par le même taux d'actualisation qu'au départ. Le même TGA que vous avez utilisé lors de votre scénario hypothétique d'achat. Bon, j'explique. Reprenons, je vais effacer ceci là. Revenons ici. Quand j'évalue l'immeuble, quand j'évalue l'immeuble ici, le 182 000, c'est qui reçoit cet argent? C'est moi. C'est moi l'acheteur. J'achète cet immeuble, théoriquement. Qui reçoit le 182 000 avant de payer l'hypothèque? C'est moi. J'achète l'immeuble, je fais cet argent. Bon. Si je revends l'immeuble, un futur acheteur va évaluer l'immeuble avec, la même formule exemple, les revenus nets que lui fera à ce moment-là dans sa première année. Moi, ma première année, j'ai fait 182 et je possède l'immeuble pendant 3 ans de temps, par exemple. Donc, 182, c'est à moi. 184, c'est à moi. 187, c'est à moi. Je le possède 3 ans.
mon futur acheteur qui va m'acheter, à qui je vais revendre l'immeuble, lui aussi, il faut qu'il évalue l'immeuble. Lui aussi peut utiliser la méthode du revenu. Quel revenu net, lui, il va utiliser? Il ne peut pas utiliser 187 000 de la troisième année. C'est mon argent à moi. C'est à moi ces sous-là. Donc, il va utiliser les revenus nets que lui va recevoir. Comme moi, j'ai reçu le 182, eh bien, lui, l'acheteur, recevrait la quatrième année. C'est lui qui l'empocherait. Parce que je vendrai au début de l'année, il ramasse l'argent de la quatrième année. Voilà pourquoi on dit revenu net dans la formule de l'année de la revente. L'année que vous ne conservez pas l'immeuble. Donc, je possède l'immeuble 3 ans. La quatrième année, je revends. Cet argent-là, on se pose toujours un 1er janvier dans le sens où, pour les fins de calcul, une année complète. La quatrième année est à toi. La quatrième année est à toi. Donc, tu évalues l'immeuble avec tes revenus à toi. Donc, voilà pourquoi il faut toujours aller une année de plus. Une année de plus pour évaluer l'immeuble. Ça va. Mais pourquoi le même TGA qu'au début? Avec 1.5, soit tout à fait. Prenez 187 501. Ajoutez, vous l'avez ici d'ailleurs, regardez ce que mon point rouge à l'écran en plein centre, plus 1.5 exactement, vous arrivez à 190 313. Voilà pourquoi on a pris 190 313 dans la valeur de revente ici. C'est l'année qui appartiendra au futur acheteur. Fait que ça règle la moitié de notre problème. On sait maintenant pourquoi, lorsqu'on fait une hypothèse de revente, on prend les revenus après, les revenus de l'année de la revente. Oui, mais pourquoi vous prenez le même TGA? Pourquoi le même TGA qu'à l'achat? Ben, c'est pas logique. Un TGA quand tu achètes, c'est les critères hypothécaires, c'est les exigences du Y, c'est le M, c'est le F, c'est le E. Quand tu vas revendre dans 3 ans, ben l'acheteur n'aura pas le même TGA. C'est tout à fait exact. C'est sûr que l'acheteur n'aura pas le même TGA. Ses exigences ne seront pas les mêmes, les taux hypothécaires ne seront pas les mêmes. Tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on veut voir quel rendement l'immeuble est capable de générer lui-même, pas affecté par une hausse ou une baisse des taux d'intérêt. Est-ce que le prix des maisons, il y a 2 ans, 1 an, a du sens par rapport aux années précédentes? Non. Pourquoi? Rareté et surtout la baisse des taux d'intérêt. Est-ce qu'en ce moment, ce qui se passe en immobilier avec la hausse des taux d'intérêt, est-ce que c'est du comparable à ce qu'il y avait il y a 1 an? Non plus. À cause de la hausse des taux d'intérêt. Fait que comment éliminer de l'équation les variations de taux d'intérêt, les variations de proportion de mise de fonds et d'emprunt, et les variations également de rendement courant exigé, le Y. Comment fermer les yeux là-dessus et se dire, si ça ne nous change rien, l'immeuble serait capable de générer quel rendement? Et voilà pourquoi, pour des fins hypothétiques seulement, on va utiliser le même TGA dans l'équation qu'au départ. Comme ça, le taux d'intérêt n'a pas changé, le F n'a pas changé, M et E n'ont pas changé, et le rendement courant exigé n'a pas changé. Supposant que rien ne change de ce côté-là, quel a été le rendement pur de l'immeuble? C'est ça qu'on veut savoir. Vraiment combien l'immeuble a donné, parce qu'on est d'accord que si les taux d'intérêt montent en fou, il va peut-être falloir vendre l'immeuble un peu moins cher. Donc, on aurait fait un beau rendement, un magnifique rendement, mais les taux d'intérêt, ils viennent le massacrer, et là, ça vient biaiser le résultat. Fait que nous, ce qu'on veut savoir, c'est cet immeuble, quel rendement il a fait avant d'être affecté par des changements de conditions de marché. Fait que voilà pourquoi on prend le même TGA exceptionnellement qu'au départ. Pas compliqué, ce que tu as calculé au début, tu le réutilises à la fin. Et oui, si le marché est moins bon, il va perdre un peu. Et si le marché est meilleur, il va peut-être vendre un petit peu plus cher. Mais ça ne nous intéresse pas tout de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien cet immeuble peut-il générer sans être affecté par des changements de marché. Et là, on va savoir la rentabilité de l'immeuble. Et après ça, dépendant dans le marché où nous sommes, on déterminera si on le vend ou on le vend pas, si on attend un peu, si on le vend plus vite. Bref, on va évaluer tous ces aspects-là. Donc, pour la valeur de revente, c'est le revenu net
de l'année de la revente, donc 190 313, sur le même TGA hypothétique qu'au départ. Et nous aurions 2 023 383. Valeur hypothétique si on revendait l'immeuble aux mêmes conditions du TGA. On vend un immeuble, il faudrait peut-être payer un courtier. Hein? On va peut-être quand même pas faire des exemples style du proprio. Hein? On va se garder une petite gêne dans un collège immobilier. Donc, on va supposer un montant quelconque de rétribution qui serait normalement à payer pour les fins, évidemment, de la démonstration. Et dans l'exemple qui est ici, nous avons supposé une rétribution de 5 de taxes incluses. On a décidé de le mettre taxes incluses parce que des fois, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 3, ça peut être 7. On t'arrondit ça à 5 de taxes incluses pour fin tout simplement de calcul. Mettez ce que vous voulez en réalité. Mais pour la démonstration, on est allé avec une valeur ronde, 5 de taxes incluses, pour simplifier la présentation du calcul. Vous auriez pu faire plus de taxes si vous voulez, vous auriez pu faire ce que vous voulez, mais 5 de taxes incluses, démonstration uniquement. Donc, je revends l'immeuble, je paye mon courtier et je rembourse la banque. Hein? Je veux l'encaisse de la revente. Je veux savoir si je revends l'immeuble avant de payer les impôts, combien d'argent il va me rester de la vente. Donc, c'est prix de vente, moins la rétribution à payer au courtier, moins la banque à rembourser au niveau du solde hypothécaire. Et vous avez cette petite démonstration-là juste ici. Vente de l'immeuble hypothétique. Je paye mon courtier, 5 ici, taxes incluses, 101 000 $. C'est bien. Et je rembourse la banque. On va aller dans l'amortissement à P1, un P2 36 ou 36 36. Chercher le solde, le balance. Donc le solde. P1 36, P2 36 si vous voulez. Balance. Et cet immeuble, si je le vendais 2 023, je paye un courtier, rétribution quelconque, hypothétique, et je rembourserais l'hypothèque qui reste, il devrait me rester hypothétiquement 622 000 avant les impôts et les poussières. Eh bien, nous avons maintenant, si on regarde ceci, nous avons maintenant les 3 éléments de la tarte qui est ici. On a la mise de fonds, on a l'encaisse de chacune des années. Tout ça est une hypothèse. Et on a l'encaisse de la revente avant impôt. Avec ça, on va dire à la calculatrice, donne-nous une hypothèse de rendement. Quel serait le rendement si ceci se réalise? Et si jamais on paye plus cher, ça baisse le rendement. Si on vend plus cher, ça augmente le rendement. Et si vous êtes très, très, très bon en Excel, vous pourriez tout programmer ça dans un tableau Excel, baser vos hypothèses de rendement et en changeant les valeurs de départ et de fin, j'achète tel prix, je vends tel prix, vous pourriez voir les variations au niveau des rendements. Il existe des outils aussi, mais il faut payer pour, mais vous pouvez le calculer vous-même. Vous voyez, ce n'est pas des grosses formules complexes. Prenons ceci. Prenons votre calculatrice, tout le monde. On va donner les infos à la calculatrice. On va lui dire, regarde, je te donne tout ça, là. Donne-moi le rendement. Je vais vous le faire pratiquer quelques fois avant de commencer les exercices. On prend la calculatrice. Le nombre de décimales, c'est pas important. Là. Si vous êtes en 2 ou en 9, ça ne change rien. On va aller dans la première fonction qui permet d'entrer de l'information, et c'est la fonction CF. Vous l'avez juste ici directement, cash flow, CF. Donc, vous appuyez sur CF, cash flow, qui veut dire encaisse. On va donner les infos à la calculatrice. Et là, regardez votre calculatrice, vous avez CFO qui apparaît. Et on va donner les différentes encaisses à la calculatrice. CFO, parce que ce n'est pas un 0, c'est un O, c'est cash flow, outflow. C'est sortie d'argent. C'est votre mise de fonds. Donc, on va dire dans quelques instants, pas tout de suite, à la calculatrice, voilà la mise de fonds, voilà les encaisses, dis-moi, c'est quoi le rendement de cet immeuble. Mais avant d'aller plus loin, tout d'un coup, dans votre calculatrice, il y a des vieilles données.
on aurait fait un calcul, ben vous ne l'avez peut-être pas fait parce que vous commencez finance, mais mettons que votre calculatrice a déjà servi et il y a des vieilles données dedans, il faut faire un nettoyage. Donc, quand vous avez appuyé sur CF, vous voyez CFO, il faut faire un clear. Deuxième fonction, bouton jaune, et le CEC, Clear Work en bas, Clear Work ici. Deuxième fonction, CEC. Ça risque d'encore indiquer 0. Mais s'il y avait des données dans la machine qui n'avaient pas d'affaires là, sont éliminées. Donc, on rentre dans CF, deuxième bouton jaune, CEC en bas. Ça clear la calculatrice, il n'y a plus rien, c'est nettoyé. On est prêt à rentrer les infos. On va l'aider, la calculatrice, on va lui donner. Donc, clear ici. Première chose, on va dire à la calculatrice, c'est quoi la mise de fonds de notre scénario. Et vu que c'est une sortie d'argent, ça sort de vos poches, la mise de fonds, on va la mettre en négatif. C'est la seule donnée qu'on rentre en négatif. Parce que le reste, ça va être des revenus, des encaisses. Donc, dans CFO, vous allez mettre la mise de fonds hypothétique de tantôt, 580 500, n'oubliez pas le 500, plus ou moins, et suivi de Enter. Et vous devriez voir ceci sur votre calculatrice. Donc, 580 500, plus ou moins, suivi de Enter. Et à côté du CFO, vous allez voir apparaître un petit égal. Je ne sais pas si on le voit ici, je peux m'approcher un peu. C'est difficile avec le zoom qui n'est pas automatique, là. Donc, ici, 580 500, plus ou moins Enter. Donc, le Save Out, vous venez de dire à la calculatrice, moi, ma mise de fonds, là, ça a été de 580 000 500. OK. On va aller flèche vers le bas. C01. Encaisse, cash flow, encaisse de l'année numéro 1. Combien d'argent avons-nous fait en encaisse avant impôt la première année? Eh bien, on l'avait calculé tantôt. Vous l'aviez ici. 52 722. 52 722. Eh bien, on va aller dire à la calculatrice que notre encaisse de la première année est juste ici. 52 722. Enter. Donc là, on vient de lui dire, regarde, ça là, c'est l'argent que j'ai fait avant les impôts la première année. Parfait. On va aller mettre la deuxième année. Flèche vers le bas. Vous allez voir un F01. Ça, c'est une fonction qu'on n'utilisera jamais dans le cadre du cours. C'est les fréquences, le nombre de fois qu'une donnée revient. On n'utilisera jamais la fonction F dans tout le cours complet. Vous n'en avez pas besoin. C'est autre chose. Vous passez par-dessus. Ça va marquer 1. C'est bon. J'ai une donnée seulement de cette valeur-là. C'est bon. C'est le nombre de fois. C'est bon. Une seule fois, c'est assez. Flèche vers le bas. Les F, touchez jamais. Vous n'avez pas besoin. Laissez-les comme ils sont. Calcule comment l'impôt? Non, Yvan. Ça, l'impôt, ça va être vous qui allez le calculer manuellement. On va le faire au prochain cours. Mais vous êtes, la calculatrice ne calcule pas l'impôt. C'est-à-dire que la calculatrice, vous allez lui donner des encaisses après impôt dans la calculatrice et une encaisse de revente après impôt et elle va vous donner le rendement après impôt. Mais elle ne calcule pas, elle n'est pas faite pour calculer les impôts. Donc, ça sera un calcul qui viendra de votre part au niveau du calcul préalable à la calculatrice. Mais ça sera seulement au prochain cours. C02, deuxième année, on le rentre. 55 000, vous l'avez ici, je vais mettre le point rouge à côté. 55 452. Enter. Donc, on dit à la calculatrice, ma deuxième année, j'ai fait 55 452. On descend la flèche une première fois, on voit F02, on passe par-dessus le F, on n'en a pas besoin. C03. Et là, nuance. Qu'est-ce qui se passe après 3 ans? On fait 2 encaisses. On ramasse l'argent de l'encaisse des revenus, de l'encaisse nette. On ramasse l'argent de ce qui est rentré dans l'année et on vend l'immeuble à la fin de l'année. Encaisse de la revente. Il faut additionner les 2 encaisses. L'encaisse de l'année courante et l'encaisse de la revente. C'est comme si à la fin de l'année, on revendait l'immeuble. Cet argent-là arrive à la fin de l'année.
eh bien, vous pouvez additionner à cet endroit-là ici. Vous pouvez additionner. Donc, comment on fait ça? On va additionner 58 223 plus, carrément plus 622 503. On fait égal. Et là, vous voyez apparaître 680 726. Et là, on fait Enter. Égal pour faire le calcul. Enter pour le mettre dans la calculatrice. Et là, on voit qu'après 3 ans, l'argent qui rentre à la fin de la 3e année, c'est les encaisses de la 3e année et l'encaisse de la revente. Les deux argents, ils rentrent quand je vends l'immeuble. Normal, tu vends ton immeuble, tu ramasses tes revenus, plus tu ramasses la vente. Toujours avant impôt. On fera les impôts, comme j'ai dit, plus tard. Ça sort d'où les encaisses qu'on a, cette info? Ben, regardez, Yvan, on l'avait calculé tantôt. Regardez ici. C'est les enquêtes qu'on a vues tantôt ici à la page 106. On avait pris les revenus nets indexés, moins service de la dette, et ça vous donnait les 3 encaisses qui sont ici. Première année, deuxième, troisième, qu'on avait fait tantôt ici au tableau 5.1. Et tout de suite après, nous avions vu ici, dans le cahier, je vais juste tourner la page ici, l'encaisse de la revente. L'encaisse de la revente ici, 622. Si nous vendons l'immeuble, combien d'argent il reste? Donc, on suppose qu'on vend après 3 ans. Donc, il y a ça qui reste de la revente. Il y a ça qui rentre à chacune des années, incluant la 3e. La 3e est à moi, donc je fais aussi de l'argent la 3e année. Eh bien, la calculatrice, juste la dernière, 3e année, bien en fait, vous faites de l'argent, je vais reculer ici, la première année, vous faites 52 000, la 2e année, vous faites 55 et la 3e année, vous faites 58 000 de revenus courants dans caisse, mais en plus, vous revendez l'immeuble. Fait que vous faites aussi cet argent-là. Il y a 2 entrées d'argent la 3e année. Vos encaisses et la revente. C'est comme ça que ça va. Voilà pourquoi dans C03, vous avez additionné les deux. On additionne les deux dans C03 parce qu'il y a 2 entrées d'argent cette année-là. La revente et l'encaisse courante. Là, on a déjà fini l'entrée des données. Mais avant d'aller plus loin, et ça c'est un truc que je vous dis là, vérifiez donc vos résultats. Vérifiez donc vos entrées de données s'ils sont bonnes. Comment on fait ça? Flèche vers le bas. Vous allez voir F03, c'est encore marqué 1, c'est correct. On ne touche pas au F. Touchez jamais. Flèche vers le bas. Vous allez voir C04. Sauf que il n'y en a pas de 4e année. Ça s'arrête à 3. Si vous ne touchez pas à C04, si vous ne mettez pas de données dedans, la calculatrice comprend qu'il n'y a pas de 4e année. Donc, si vous faites encore flèche vers le bas, vous allez voir F04, mais cette fois-ci, il est à 0. Il n'y a pas d'information pour la 4e année, et flèche vers le bas va tout de suite vous ramener à CFO, automatique. Il ne va pas aller à C05. Il va vous ramener à CFO, la mise de fonds. Prenez quelques secondes pour descendre les flèches et juste vérifier. Est-ce que la mise de fonds, elle est bien écrite? Parfait. Est-ce que j'ai mis le signe négatif? Parce qu'il faut que ce soit 580 500, plus ou moins, Enter. Il faut le mettre en négatif, sinon ça va planter. C01, est-ce qu'il est bon? Je vérifie, il est bon. C02, est-ce qu'il est bon? Il est bon. Et je vérifie C03. Est-ce que j'avais bien additionné les deux? Parfait. Prenez le temps de vérifier. Je vous le dis, le nombre de fois que je vois dans les examens, bonne démarche, mauvais résultat. Ça, c'est le pitonnage. Donc, votre démarche, elle est parfaite, mais quand vous avez rentré les données, vous avez accroché quelque chose et ça ne marche pas. Je vous dis, c'est 50% des erreurs que vous perdez, c'est à cause de ça. Ça fait beaucoup, là. Demandons à la calculatrice. C'est quoi le rendement de cet immeuble? On va appuyer sur IAR. Donc, IAR ici. On appuie dessus une fois. Et la calculatrice te dit 0. Ouais, attends une minute, c'est pas 0, le rendement. C'est marqué 0 parce que j'ai fait un clear. Mais regardez ce qui est écrit en tout petit. Mettez vos doubles foyers, là. Au-dessus. Compute. Donc, j'appuie sur IAR, je vois 0. Eh bien, je vais aller faire Compute. Je compute, moi, ici, oui, et voilà. Donc, j'appuie sur Compute.
Et voilà. J'ai mon rendement 11,67. Et vu que c'est du rendement, c'est du pourcent. Est-ce que tout le monde ici, vous arrivez à 11,67% votre calcul? Je vais vous faire un autre exercice après, pas d'inquiétude, là. Farida, si vous avez erreur 5, ce qui arrive, c'est probablement que vous avez mis votre mise de fonds en positif. Votre mise de fonds ne doit pas être en négatif. Retournez dans CF, allez voir CFO. Est-ce que vous avez moins 580 500 ou vous avez 580 500? Allez vérifier, Farida, je suis quasiment sûr que vous avez mis votre mise de fonds en positif. Donc, vous n'avez pas investi, vous avez fait de l'argent. Fait que quelque part, la calculatrice a dit, il y a un petit problème ici. À moins d'avoir gagné au Loto-Québec, là. Ça ne marche pas. Et si vous avez 11,86, il y a une donnée quelque part qui est mal rentrée. À mon avis, ce qui est peut-être arrivé, c'est que vous avez rentré 580 000 la mise de fonds et non pas 580 500. Allez vérifier votre mise de fonds. Si vous avez 11,86, probablement vous avez rentré une mise de fonds qui n'est pas exacte ou il y a une donnée évidemment ailleurs qui n'est pas exacte. Mais souvent, vous oubliez la mise de fonds, c'est 580 500. Il y a un 500. Et voilà pourquoi il y a une petite différence. Vous êtes un peu plus rentable à cause d'une mauvaise mise de fonds. Allez valider ça. Sinon, vérifiez toutes vos données. Mais il y a une entrée, une erreur de frappe. Vous voyez, quand je vous ai dit tantôt, 50% des erreurs. Regardez, Farida, ça fonctionne. Excellent. C'était en positif. Et bien voilà. C'est sûr qu'on le pratique aujourd'hui, mais ça, je vous ai dit, les examens, la moitié, c'est des erreurs de frappe. C'est pas que vous ne le savez pas. Fait que faites bien attention. Et vous avez eu 11,86, une autre personne au clavardage. Est-ce que vous avez trouvé? Revérifiez dans la fonction CF. Allez revoir. Corrigez au besoin la donnée qui est erronée. Revenez sur IAR, faire un compute. Mais vous êtes très proche. Donc, si vous êtes très proche, c'est qu'une petite donnée quelque part qui a peut-être juste été mal rentrée et ça change de quelques dollars ou de quelques pourcents ici le résultat. Validez vos données, refaites un compute du IAR, mais normalement, on a vu le groupe ici, c'est censé donner 11,67. Mais qu'est-ce que c'est ce 11,67-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, madame, monsieur, si vous achetez cet immeuble, vous le gardez 3 ans et vous le revendez, sur votre investissement de départ, votre mise de fonds, vous allez faire mathématiquement 11,67% par année pendant 3 ans. C'est par année annuelle pendant 3 ans. C'est le même effet que si on prenait la mise de fonds, mettez ça à la banque, je fais 11,67. L'année suivante, je fais 11,67 sur le total. Et l'année d'après, 11,67 sur le total, puis là, je sors mon argent. C'est exactement le même effet. C'est le rendement annuel composé. Donc, c'est 11,67 équivalent annuel pendant 3 ans. C'est sûr que la première année, tu en fais moins, les autres années, tu en fais plus. Mais quel est l'équivalent annuel? 11,67 par année pendant 3 ans. Et là, je peux le comparer avec différents mécanismes de placement. Je vais vous faire une autre entrée de données avant qu'on fasse un exercice. Pitonnage de la calculatrice, c'est vraiment fondamental. Il faut vraiment bien comprendre la calculatrice. Je vais prendre un tableau blanc et je vais vous donner des informations. Vous allez les rentrer dans votre calculatrice pour produire le taux de rendement interne. Fait que, admettons que je vous donne ceci. Donc, je vous donne une mise de fonds. On va dire on va l'inventer comme ça, 700 000 $. Je vous donne un encaisse de l'année numéro 1 de 70 000 $. Ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça ici, tout simplement. Donc, année numéro 1, 70 000. Année numéro 2, on va mettre, je les invente là, j'ai rien de calculé avant, 72 000. L'année numéro 3, on va mettre 75 000. Année numéro 4, on va dire, mettons, 79 000. Et on va mettre ça sur 5 ans, tiens, année numéro 5, 81 000. Et l'encaisse de la revente, on va dire, disons, juste placer mes affaires, on va avoir un peu de place, on va dire, mettons, 950 000 $. Bien, allez-y. Doit-on faire un nettoyage? Oui, toujours, Isabelle, tout le temps.
Vous rentrez dans CF, première étape, deuxième CEC. Vous rentrez dans CF, suivi de deuxième CEC. Et là, trop de CF5. Attendez, qu'est-ce que vous m'écrivez là? Trop de CF... Attends, je comprends pas ce qu'on veut dire, Yvan. 5 ans, 810 000. Ah, attendez, oui, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, ok. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, Yvan. Ok, je me demandais ce que vous voulez dire. Oui, c'est 81 000. Vous aviez raison. Oui, effectivement, c'est pas 810 000, là, à moins qu'un locataire soit d'un élan d'une extrême générosité. C'est 81 000 la 5e année. 81 000. Donc, toujours important de faire le clear. Je vais finir avec Isabelle. Toujours faire votre clear. Parce qu'à un moment donné, vous allez faire 5 maintenant. Puis après ça, vous allez faire 3. Si vous n'avez pas fait votre clear, il y en a 2 qui traînent dans la calculatrice. Allez-y. Dites-moi quel est le IRR ici. Allez-y. Et on regarde ça dans quelques instants. Je vais vous demander tantôt qu'est-ce que ça vous a donné comme résultat. Allez-y, trouvez le IRR.15.85，15.86。Regardons le calcul. J'ai vu des valeurs apparaître. Ici, on va faire quand même la démarche. Bon, je pense que j'ai encore un petit problème avec la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je ferai un petit refresh dans quelques secondes. Je vais écrire à droite et vous allez pouvoir imprimer ensuite. Donc, première chose à faire, on appuie sur la fonction CF et on fait un clear. Deuxième fonction, c'est prenez l'habitude de faire votre clear. C'est vraiment important.
si vous ne le faites pas, le danger, c'est qu'on va se retrouver avec des données antérieures qui pourraient nous nuire dans notre calcul. Ensuite, CF out, on indique en négatif, moins 700 000, enter. Donc, 700 000 plus ou moins enter dans le CF out. C01, on va y mettre 70 000 qui était notre donnée, enter. C02, je vais juste m'agrandir ma fenêtre un peu, et voilà. On va y mettre ici 72 000, on continue. C03, 75 000. C04, 79 000. Et C05, voilà la nuance, on additionne les deux. Il ne faut pas aller à C06, ça dure 5 ans. Donc 81 000 plus 950 000, enter. Donc ça va vous additionner les deux ensemble, qui va vous donner là, un montant là, dans les millions quelques. Ensuite, révisez vos valeurs, toujours important. On appuie sur IAR suivi de CPT. CPT, et ça donnait effectivement 15,86 %. Donc 15,86 %, c'est la valeur ici que ça donnait. Donc, si vous n'êtes pas arrivé à ceci, refaites un survol de la fonction CF, juste pour être sûr que vos données, tu sais, ça peut aller vite, une erreur de frappe. Hein? On a rentré 80 000 au lieu de 81 000. On a marqué 79 000 au lieu de 75. On s'est trompé de ligne. Ça peut être très, très rapide. Donc, faites juste bien attention de bien réviser vos données pour être sûr là, qu'elles sont entrées correctement. 15,858, effectivement, je pense que c'est exactement ça. Oui, pile poil que ça donnait. Vous voyez, c'est 50% des points. C'est juste du pitonnage. Il faut faire bien attention. C'est juste de double, triple vérifier vos données pour être sûr que c'est bien rentré. On va aller faire un petit exercice qui va probablement être le seul. Il y en aura d'autres au prochain cours, là, pas d'inquiétude, mais au moins en faire un complet. Donc, en partant de hypothèque mise de fonds ou des valeurs données, et ainsi de suite. Donc, on va aller dans votre cahier ici d'exercice, et je vais vous en faire un. Donc, on va aller ici, ce sera pas long, je vais juste vérifier. Petit instant, je me replace au tout début. Donnez-moi un petit instant, le temps de bouger ma page ici. Donc, on avait fait 4 et 5, tant 3 et 4. Et le prochain qu'on va faire, je crois que ça va être celui-là ici. Avant impôt. Donc, vous allez aller faire le numéro 8 qui est ici. Donc, numéro 8, puis je vais vous guider un peu pour démarrer l'exercice numéro 8 ici. Donc, prenez le numéro 8, page 122. Donc là, on a vraiment un gros cumul de plein de choses. Et d'ailleurs, en plus de ça, veut pas, c'est une pratique concernant l'intra. Il n'y aura pas cette matière-là à l'intra, mais vous allez avoir à l'intra des hypothèques mises de fonds, hein, parce que hypothèque mise de fonds, ça a été vu au chapitre 2. Donc, l'histoire du TGA, M fois F, E fois Y. Vous allez avoir un calcul du revenu net à partir du revenu brut. Hein, on a vu ça au chapitre 2 avec les MRN, par exemple, et le TGA. Donc, il y a beaucoup de pratiques là-dedans qui, en fait, décortiquées, se retrouvent dans les premiers chapitres qu'on a vus. Fait que ça va vous aider en même temps de faire un rappel de cette matière-là. Donc, vous avez un revenu brut potentiel de temps, il augmente de temps, et vous avez ici à calculer le rendement actualisé avant impôt. Avant impôt. Utilisez hypothèque mise de fonds pour l'achat et la revente suivant la règle qu'on a vue tantôt. Vous avez les taux, les dépenses, taux d'intérêt, terme, amortissement, le pourcentage d'emprunt, le rendement courant exigé, le Y de la formule, la rétribution pour fin d'exercice, on a pris également 5% taxes incluses, prenez 5 simplement, et ça dure 5 ans notre histoire. Allez-y, et soit on corrige tantôt, soit on corrige au prochain cours, dépendant le temps. C'est quand même assez long à faire, quand même assez long. À mon avis, vous allez peut-être le finir aujourd'hui, pas sûr qu'on aura le temps de le corriger, ou à finir à la maison. Donc, allez-y, commencez par le début. Ça commence par hypothèque mise de fonds. Commencez par ça. Faites votre tableau des encaisses de la revente, les encaisses de chaque année, l'encaisse de la revente. Suivez le guide finalement, suivez le manuel étape par étape. Allez-y et placez votre pouce une fois que vous avez terminé. Bon exercice.
Je vais vous donner quelques petites indications dans le tableau en bas de cette page-ci à l'écran. En bas, là, je vais vous donner les étapes de point de départ pour savoir quoi faire exactement, parce que c'est sûr que c'est votre première fois. Des fois, on est un peu perdu. Regardez en bas de la page dans quelques instants, je vais mettre quelques précisions. Je vous ai mis le résumé vraiment des étapes pas à pas pour le faire. Je vous le donne pour cette fois-ci. Les prochains exercices, vous ne l'aurez pas, donc vous aurez déjà vu comment faire les étapes ici pas à pas. Donc, allez-y et placez votre pouce quand vous avez terminé.
对对对对对。
好ดีจ้ะJe prends juste quelques instants pour l'exercice qu'on est en train de faire. Je vois qu'il y a quelques pouces, évidemment, qui commencent à apparaître tranquillement, pas vite. Il y a des chances que peut-être qu'on va faire la correction, on verra si on l'a fait ou non. Là, il y a beaucoup de pouces qui viennent d'apparaître à l'instant. Donc, peut-être on pourrait se donner encore un petit 5 minutes, peut-être, avant de faire le survol de la correction. Voir si on aura le temps de le corriger. Donc, je vois qu'il y a des pouces qui s'ajoutent. Donc, on se donne encore peut-être 5-6 minutes pour finir l'exercice et faire le survol avant de se quitter. Je savais vous devez quitter plutôt, envoyez-moi un petit mot en privé pour me le dire. Donc, je vous rappelle évidemment de ne pas oublier de placer votre pouce et peut-être en même temps, avant de quitter, si vous voulez sauvegarder les étapes que j'ai placées en bas, peut-être ça pourrait vous intéresser de garder le tout. Fait qu'on se donne peut-être 5 minutes pour finir l'exercice et on regarde les étapes ensemble pour être sûr là, qu'au prochain coup, on va en faire d'autres, mais être sûr que tout va bien de ce côté-là. Donc, 5 minutes et on corrige.
Encore 2 petites minutes et on regarde les solutions, 2 minutes et on regarde le tout. C'est sûr que c'est beaucoup d'étapes. Il faut garder en tête qu'il faut les prendre aussi séparément. Il y a une question d'hypothèque mise de fonds. Ça, c'est le chapitre 2. Il y a une question également au niveau de la fonction CF, la fonction IAR. La fonction CF va revenir dans d'autres chapitres. Ce ne sera pas le seul chapitre. Donc, on va repratiquer tous les principes de ce côté-là. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on le fait, mais vous allez voir que à un moment donné, il y a des choses qui reviennent implicites dans le sens qu'il faut avoir une valeur à l'achat, il faut avoir une valeur à revendre, le concept de l'encaisse nette. Donc, à force de pratiquer, un moment donné, on dit, ben oui, ça me prend ci, ça me prend ça. Là, on est en fin de journée, c'est la première fois qu'on en pratique un. On va regarder évidemment la solution, mais on va continuer. On a encore d'autres exercices. Il y en a plusieurs autres qui vont venir avec l'histoire des impôts et sans l'histoire des impôts qui vont venir un petit peu plus tard. Donc, je vais chercher le numéro 8, ça sera pas bien long. Juste trouver la page du début, numéro 7 ici. Numéro, ça doit être ça ici, j'imagine, le numéro 8. Pourquoi j'ai pas le numéro 8 d'écrit en haut? Bon, je pense qu'il y a juste un problème de mise en page ici, mais ça doit être ça, le numéro 8, ici directement. Normalement, oui, ça devrait être ça, parce qu'après ça, on a quoi ici? On a notre tableau, on a tout ici. Non, ça doit être... Ah, numéro 8 est ici. Numéro 8 est ici, directement. Qu'est-ce que c'est que ce numéro 8? Mais non, c'est pas ça le numéro 8 pantoute. Qu'est-ce que c'est que ce numéro-là ici, directement? Non, je pense qu'il y a une erreur de numérotation dans le manuel, je crois, parce que le numéro 8, c'est vraiment celui-ci. Celui-ci directement. Attendez, je vais juste valider une chose. Ça doit être ça. C'est bien ça, à Farida. Oui, je pense qu'il y a une erreur de numérotation dans le manuel parce que ça n'a pas d'allure ce que je vois ici. OK, ben je pense que c'est une erreur parce que c'était pas là avant, ça. Ça, c'était pas là avant. Il y a dû y avoir quelqu'un qui a accroché quelque chose. Page 316. Excellent. Donc, c'est bon. Tout est bon. Donc, je vais aviser le collège de cette problématique de numérotation ici qui n'a comme juste pas de sens. C'est bien étrange, ça, parce qu'avant, ça fonctionnait. 316, est-ce que vous avez le numéro 8 d'indiquer ici? Ou c'est comme moi, vous n'avez pas le numéro 8 puisque mon point rouge? Est-ce qu'il est absent? Je pense qu'il est absent. Il doit avoir un problème de séquence ici. Il est absent, bon. Pourtant, c'est la première fois parce qu'on n'a jamais eu ce problème-là avant. Fait que je cherchais à comprendre. Fait que bon, c'est pas bien grave, on va faire pareil. De toute façon, on a la bonne solution de toute façon. Donc, nous avons à établir, premièrement, le revenu net. Donc, brut potentiel, moins inoccupation et mauvaise créance. Donnez-moi un petit instant, je vais juste couper mes alarmes ici. Donc, inoccupation et mauvaise créance ici. Ça donne les dépenses
brut effectif moins dépenses d'exploitation donne le revenu net qui est ici, 30 302. Donc, 30 302, ici, c'est notre revenu net qui s'en vient ici, 30 302. Ça va? Donc, le revenu net, ça, c'était la première étape que je vous avais donnée tantôt. Calculons le revenu net ici. Ensuite, on va aller calculer le TGA, parce qu'il nous faut calculer la valeur de l'immeuble à l'achat et la revente, donc M fois F. Et on se rappelle que F, et ça, il faut vraiment l'étudier, vous allez l'avoir dans l'intra plus tard. Voilà, Sylvie, où ce que je m'en allais, il faut que vous sachiez, tout le monde, vous devez savoir où on le prend, le F. Le F, vous utilisez une valeur fictive, paiement x 12 divisé par l'emprunt fictif. Allez voir dans le chapitre 2, au tout début, quand on parle là, des hypothèques mises de fonds, là, on disait, prenez n'importe quelle valeur fictive au hasard, n'importe laquelle, prenez 100 000, prenez 200 000. Donc ça, c'est vraiment important. Le F, c'est une valeur fictive. 1 $, oui, tout à fait, prenez 1 $. Paiement x 12 divisé par 1 $. Divisé par 1 $, ça donne paiement x 12. Donc, c'est de là que ça vient, le F. On avait dit, prenez n'importe quelle valeur fictive et calculez le F. Donc, ça, c'est vraiment important. Allez revoir le sujet sur la technique hypothèque mise de fonds dans le chapitre 2, parce que c'est vraiment un point important. Si on ne sait pas le faire, on est bloqué complètement, il n'y a plus rien qui marche. Ici, on avait ici, mais là où on voit le paiement, le paiement, c'est vous qui le calculez. C'est vous. Là, c'est parce que vous avez oublié comment ça fonctionne, la méthode. Parce que par les questions, si vous prenez une valeur fictive, vous faites votre ligne financière. Regardez, je vais vous montrer la page ici en référence à aller voir dans votre cahier. Ce ne sera pas bien long. Le temps de la relocaliser ici, la page. Donc, on est dans la technique ici directement. Ce ne sera pas long. Donnez-moi un petit instant de vous la montrer. On va aller ici. Méthode hypothèque mise de fonds, page 41 et 42. On avait pris une valeur fictive. Donc, le paiement, cherchez-le pas, calculez-le. Vous devez le calculer ici directement. Donc, paiement x 12 divisé par l'emprunt, ici fictif directement. À cause de l'enregistrement, j'arrive à des réponses légèrement différentes. Non, l'intra est déjà en conséquence de. Au niveau des arrondissements, c'est déjà prévu dans les choix de réponse et c'est même indiqué de comment procéder pour les arrondissements. Ça a tout déjà été considéré dans l'intra, vous allez le voir. Donc ici, vous devez faire la procédure, la page 42 ici, pour arriver à ceci. M fois F plus E fois Y. Donc le F qui est ici se trouvait par la ligne financière avec un emprunt fictif, compute, paiement x 12 divisé par l'emprunt. C'est vraiment important, tout le monde, vraiment important d'aller revoir la matière. L'intra est dans même pas 24 heures. Là. C'est des questions qui vont vous être demandées, donc il faut que vous sachiez comment faire, sinon ça va vous coûter pas mal de points. Donc on fait attention ici. On trouvait le F, chapitre 2, et ça nous donnait une valeur à l'acquisition. Valeur à l'acquisition ici de 293 761. Donc 293. Donc revenu net divisé par le TGA. Donc revenu net divisé par le TGA ici directement. Fait que c'est sûr, si ça ne marche pas, le reste, on va s'enfarger dans le tapis. Il faut faire bien attention d'avoir la bonne valeur de départ. On nous avait dit dans le scénario qu'il y aurait 35 % de mise de fonds. Donc, on peut la calculer. 35 % de la valeur hypothétique, 102 816. Donc, ça, c'est hypothétiquement la mise de fonds. Le prêt hypothécaire, donc, sera de 65 %. 65 % de ce montant-là. Donc, ça serait l'emprunt. Donc, on va calculer le service de la dette de ce montant-là. Donc, on va aller faire cet emprunt à 25 ans, 6,90. Le PV, le voilà. Et on trouve le paiement multiplié par 12, 15 908, le service annuel de la dette. Service annuel de la dette. Tout ça est hypothétique. Hypothétique à l'achat, hypothétique au niveau de la mise de fonds et de l'emprunt, hypothétique au niveau du service de la dette. Et là, on fait le grand tableau. C'est ça qui a pris du temps, j'imagine, à calculer. Vous avez les revenus qui sont indexés, qui augmentent, en fait, année après année. Donc, qui augmentent d'après après année ici. Le service de la dette, il ne bouge pas. On avait un terme de 5 ans. Et l'encaisse de chacune des années. L'encaisse de chacune des années. Vous remarquez qu'on a mis la 6e année exceptionnellement pour
établir la valeur de revente plus tard. On va voir ça en quelques instants. Donc, on a ici nos 5 années et les 5 encaisses. Ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin ici. Les 5 encaisses avant impôt. Les 5 encaisses avant impôt ici. Il nous manque une donnée. L'encaisse de la revente. Donc, si je revends l'immeuble, combien il reste avant impôt? Bien, à ce moment-là, on avait dit qu'il faut établir la valeur de revente. Donc, la valeur de revente, comment on fait? C'est revenu net 6e année, parce qu'on le possède 5 ans. On revend donc à la 6e année. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher le revenu net de la 6e année sur le même TGA. Toujours le même TGA. Pourquoi le même TGA? Parce que tantôt, on a dit qu'on ne veut pas influencer la valeur à cause que les taux d'intérêt ont changé ou les exigences ont changé. Si on garde le même TGA, ça nous donne un rendement qui est pur, qui est exactement le rendement de l'immeuble, non affecté de changement de marché. Donc, nous avons une valeur hypothétique de revente ici de 332 365. Auquel cas, maintenant, il y a 2 choses à déduire. La rétribution du courtier et le remboursement de l'hypothèque, c'est-à-dire ce qu'il reste à payer comme emprunt. Donc, on rembourse la banque sur l'emprunt qui n'est pas encore payé. Donc, on va enlever la rétribution de 5 % taxes incluses et le solde de l'hypothèque ici à P1,60, P2,60. Vous pourrez faire 1,60, ça ne change rien. Tant que vous finissez avec 60, 5 ans, c'est 60 mois. Et on avait un solde hypothécaire de 173 625 pour une encaisse de la revente de 142 122. Pouvant changer de quelques dollars, effectivement, aux arrondissements dans tout le processus, c'est pas la fin du monde, mais tant que vous arrivez pratiquement à la même chose, c'est bon, pas de problème avec ça. Des fois, on n'arrondit pas telle donnée, ça peut changer très légèrement certains détails. On a nos 3 éléments nécessaires. Premier élément, c'est la mise de fonds. Élément numéro 1. On a nos encaisses de chaque année. Élément numéro 2. Et on a l'encaisse de la revente ici, élément numéro 3. J'arrive à 142 124. Ça fait 2 piastres de différence. C'est excellent. Probablement, les arrondissements sont peut-être dus au solde hypothécaire qui devait avoir des sous qu'on n'a pas mis ici pour simplifier un peu le calcul. Et peut-être également ici les encaisses, les valeurs de revente ici directement et d'achat. On a probablement laissé faire les sous également. L'élément numéro 3, c'est l'encaisse de la revente. L'encaisse de la revente qu'on avait tantôt dans les pointes de tarte, dans le manuel. On avait le dessin avec les 3 pointes de tarte dans le chapitre 5 où on disait la mise de fonds, les encaisses de chaque année et l'encaisse de la revente. L'encaisse de la revente, c'est le 3e élément que j'ai de besoin ici. Donc, on a la mise de fonds, c'est fait. On a les encaisses de chaque année, 2e élément, et on a l'encaisse de la revente, 3e élément. Et là, on est prêt à tout mettre dans la calculatrice. On est prêt à tout rentrer. Donc, fonction cash flow. Clear, c'est automatique. C'est automatique. Il faut que vous ayez ce réflexe-là automatique de faire votre clear quand vous rentrez dedans. Si vous ne le faites pas, c'est dangereux. La mise de fonds en négatif ici. Donc, moins 102 816. C01 est rentré tout seul. Vous ne touchez pas au F, vous laissez à 1. Touchez jamais au F. Pas compliqué, touchez jamais au F. Dossier réglé. Donc, C01 est rentré, C02 est rentré, en suivant les flèches, Enter, flèche, flèche, Enter, flèche, flèche, pour aller à C03, C04 ici. Et C05, très, très, très important, C05 ici, il faut mettre les deux ensemble. La 5e année, il y a 2 entrées d'argent en même temps. Il y a 2 entrées d'argent en même temps qui rentrent, c'est-à-dire la 5e année et l'encaisse de la revente. L'encaisse de la revente. Et c'est pour ça qu'on les met les deux ensemble. Il y a deux sommes d'argent qui rentrent à la fin de l'année. L'année courante et la revente, on les met ensemble. Et ça vous donnait un IAR de 20,34. Peut-être 20,33, 20,35 là, à cause des arrondissements. Ça, c'est totalement négligeable. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça.
Pas facile comme calcul. C'est la première fois qu'on en fait un. On va en faire d'autres au prochain cours. Là, on va arrêter ici. Prochain cours, on va en faire d'autres. On va les refaire encore une autre fois dans les rendements après impôt. Donc, on va le faire encore là-dedans une autre fois. Donc, vraiment, et la fonction CF va servir plus tard dans un autre chapitre. Donc, vraiment, on va réutiliser encore une fois le même processus pour entrer des données à quelques reprises. À un moment donné, on devient plus aisé à remplir, là, évidemment, là, toutes les données. Juste une petite curiosité avant qu'on vous libère. Qui l'a eu? Qui est arrivé à 20, 33, 34, 35 environ? Pas très, très, très loin. Et si vous ne l'avez pas eu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est hypothèque mise de fonds? Est-ce que c'est le tableau? Est-ce que c'est la revente? Peut-être avoir une petite orientation un peu ici. Donc, j'ai quelques personnes ici qui l'ont eu ici. Le F a été la problématique ici. Je pense que c'est ça que vous voulez dire, la constante F. Il faut vraiment, 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 erreur de calcul, vous voyez, 50% des erreurs, c'est dû au calcul souvent. Oui, ça, Annick, c'était normal. Annick, ça, c'était normal, on venait de le faire. Je m'attendais pas que vous le faisiez sans regarder. Ça aurait été quelque chose, là. C'est normal, mais la constante F a été vue au chapitre 2. Ce que je veux dire par là, c'est, vous voyez l'importance que tout ce qu'on a vu, ça sert à ce qui suit. Et d'où l'importance qu'à tous les semaines, il faut prendre quelques heures pour se dire, je vais revoir mon chapitre 2, je vais refaire des exercices, je vais recalculer les différentes méthodes d'évaluation. Attendez pas que ce soit l'intrant. Parce que le problème, ça peut être dangereux pour l'intrant, c'est que dans la matière qui suit, on a besoin du passé. Si on ne l'a pas trop pratiqué, voyez ici comment ça vient nous handicaper pour la suite des exercices. Et ça va être comme ça pour les autres chapitres qui vont venir jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment important. Vous y remettez, vous rentrez dedans, vous recommencez la matière, vous relisez, vous refaites les exercices. Puis à un moment donné, tu dis finalement la constante F, j'ai pas tant de misère que ça à la réaliser. On va quand même s'arrêter ici. N'oubliez pas ce soir, à partir de minuit 01, l'intra, on en a parlé tantôt. Si vous avez manqué l'explication, j'ai donné l'explication juste avant de prendre la pause ce matin. Donc, à peu près vers 10h20. Donc, si vous réécoutez l'enregistrement, 10h15, 10h20 environ, vous devriez avoir les explications sur l'intra. Donc, allez réécouter si jamais vous avez manqué ce bout-là ce matin. Allez voir ça. Mais tout va être là. Donc, vous le téléchargez. Faites-le rapidement pour évidemment pas trop prendre de retard, pour faire ça à la dernière minute. Et ça compte pour 40%. Mais je vous dirais honnêtement que ça se passe quand même bien. C'est assez rare qu'il y ait des problèmes de ce côté-là. Mais peut-être avant de le faire, allez bien pratiquer vos exercices. Allez bien voir comment faire avant. Parce que si vous vous retrouvez à vous planter, bien c'est sûr que ça fait plus de points à aller chercher pour l'examen final. Passez un bon après-midi. On se revoit au prochain cours. Bonne chance avec l'intrant. Et évidemment, on se retrouve au prochain cours, tout le monde. Bye bye, tout le monde.